Il est impératif aujourd'hui de concilier les investissements liés au vert et au social, la transformation écologique et la cohésion sociale. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Osons les sujets proposée par la Banque des Territoires. Comme chaque année, l'objectif est simple, évoquer l'actualité du logement social tout en osant poser des questions claires et surtout nos invités y répondront sans détour. Alors, au sommaire de ces 60 prochaines minutes, nous allons en revenir sur la situation du secteur. Nos invités présenteront également les grandes lignes de l'étude Perspective avec un état des lieux d'abord et les orientations pour l'avenir. On parlera également chiffres et de la crise du logement. Et puis enfin, vous entendrez que oui, à certains égards, nous pouvons rester optimistes. Voilà donc pour le programme de cette prochaine heure. De nombreux invités vont se succéder et certains sont déjà avec nous. Alison Drey, bonjour. Vous êtes économiste, marché financier et politique monétaire à la Caisse des dépôts. Avec nous également Hakim Lalou, le directeur du développement, direction des prêts à la Banque des Territoires. Également Jean-Christophe Bernigaud, vous êtes le responsable data, études et pilotage à la direction des prêts à la Banque des Territoires. Avec vous trois, dans quelques instants, nous reviendrons sur la situation et les perspectives sur le secteur du logement. Vous serez aussi invité dans cette émission puisque vous êtes invité à poser toutes vos questions en direct sur la chaîne YouTube, car vous l'avez compris, durant ces 60 prochaines minutes, on ose parler vrai. Et puis avec nous également sur ce plateau, Costa Castrinedis, vous êtes le directeur des prêts de la Banque des Territoires. Bonjour Costa. Bonjour Edwige. Alors bien sûr, on va revenir sur ces chapitres évoqués à l'instant. Avant ça, on va faire un point sur cette année particulière et évidemment marquée par une crise du logement, une crise qu'on avait annoncé, qui s'est installée, mais alors là, elle est vraiment très installée. Oui, cette crise que nous avions vu venir est aujourd'hui installée et produit des conséquences néfastes pour la cohésion sociale du pays. Le niveau de production de logements neufs est à son plus bas historique, ce qui est très préoccupant. Mais néanmoins, nous sommes convaincus qu'il y a un chemin, une voie pour pouvoir sortir de la crise, comme nous le montrent un certain nombre de signaux favorables en cette fin d'année sur lesquels j'aimerais m'arrêter. Il y a tout d'abord l'inflation qui reflue au niveau national plus rapidement qu'on ne l'avait pensé. Il y a également la politique monétaire de la Banque centrale européenne qui se poursuit et qui va jouer favorablement sur la capacité d'endettement des ménages. Et enfin, et surtout, il y a un événement particulier sur lequel j'aimerais m'arrêter, qui est le rôle contracyclique majeur joué actuellement par les bailleurs sociaux, le rôle d'amortisseur de crise que vous jouez par vos investissements. Depuis le début de l'année 2024, ce sont 17 milliards d'euros de prêts nouveaux que nous avons accordés au mouvement HLM pour construire des logements sociaux, les rénover, mais aussi développer le logement intermédiaire. C'est tout simplement considérable. Il y a 300 000 emplois directs et indirects, des emplois non délocalisables qui sont corrélés à ces investissements. Pour le dire simplement, aujourd'hui, le secteur HLM porte une grande partie du monde immobilier sur ses épaules. Sans lui, le secteur du bâtiment et de la promotion immobilière serait dans une situation encore plus critique. Les mois qui s'ouvrent à présent seront cruciaux. Il nous faudra faire les bons choix pour trouver l'issue à la crise qui soit la plus favorable. À mon sens, ces choix doivent nous conduire à faire évoluer notre modèle vers un urbanisme respectueux de l'artificialisation des sols et capable de surmonter les défis de la transformation environnementale. Je le rappelle d'ailleurs, pour nous, à la Banque des Territoires, nous avons une très forte conviction sur ce sujet. Il est impératif aujourd'hui de concilier les investissements liés au vert et au social, la transformation écologique et la cohésion sociale. C'est d'ailleurs tout le sens de notre action et nous allons y revenir tout au long de notre émission. En effet, on va y revenir et justement, vous allez rester avec nous durant toute cette émission. Et sans plus tarder, nous allons rentrer encore un peu plus dans le vif du sujet en débutant avec un point sur la situation et les perspectives sur le secteur du logement social. Et c'est la première partie de notre émission Osons les sujets. Et pour débuter cette première partie, je me tourne vers vous, Alison Drey. Avant toute chose, on le sait, on le répète, le contexte est particulièrement complexe. Et parmi les sujets qui nous intéressent, l'inflation. Alors, où en est-elle, cette inflation, Alison ?
C'est vrai, Edwige, c'est vrai que le contexte économique et financier a montré pas mal de surprises ces derniers mois et l'inflation est une de ces surprises. Alors, on s'attendait à ce qu'une désinflation ait lieu, clairement, mais on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi rapide. Elle a vraiment déjoué toutes les prévisions. Et là, clairement, on peut dire qu'on est sur un bon chemin pour l'inflation française. On a une inflation qui se normalise, qui diminue. On devrait être en moyenne pour l'année 2024 autour des 2%, donc c'est une très bonne nouvelle. Ça devrait encore être en dessous de ce chiffre-là pour l'année 2025. Donc, une inflation au reflux, de très bonnes nouvelles. Après, il faut quand même faire attention. Il y a des points de vigilance qui restent présents. Je pense notamment géopolitique, mais ils sont nombreux. Donc, il va falloir prêter une attention particulière à l'évolution de l'inflation, pas avoir trop de certitudes non plus. Mais en tout cas, on prend les bonnes nouvelles et ce reflux de l'inflation est une bonne nouvelle. Et effectivement, on a raison de les prendre. Alors, il y a donc des bonnes nouvelles côté inflation. Peut-on espérer finalement peut-être la même situation côté des taux ? C'est vrai qu'on a aussi eu beaucoup de surprises du côté des taux. On a du côté des taux directeurs déjà par exemple, la BCE a déjà commencé à baisser ses taux depuis le mois de juin. Donc ça aussi c'était attendu, c'est pas une surprise. Après la Banque centrale européenne a aussi fait face à ces surprises sur l'inflation. Elle a vu que au niveau de la croissance, on se montrait quand même aussi un peu morose, quelques faiblesses. Et donc ça l'a encouragé à accélérer son calendrier de baisse de taux. Et donc ça fait que finalement en termes des perspectives, on devrait avoir une Banque centrale européenne qui continue de baisser doucement ses taux cette année, l'année prochaine, jusqu'à ce qu'on atteigne, alors vraisemblablement dès l'année prochaine, un taux d'équilibre, une stabilisation au niveau d'un taux que les observateurs envisagent autour de 25% pour le principal taux directeur. Donc c'est une bonne nouvelle. Après, si on tire le trait et qu'on regarde du côté des taux longs, là, il faut vraiment avoir un élément en tête. C'est que c'est pas parce que les taux directeurs ont diminué que les taux longs ont diminué. Et c'est même tout l'inverse. En fait, schématiquement, les taux longs sont formés par une prime de risque en partie, par une prime de risque que les investisseurs vont accorder à la France. Et depuis le mois de juin, depuis la dissolution, les investisseurs sont très inquiets sur le budget, notamment sur le budget français, et ils ont rehaussé la prime de risque qu'ils accordaient à la France. Et ça provoque finalement un rehaussement au niveau des taux longs. Ça devrait se faire de façon assez pérenne. On n'a pas vu de signe d'affaiblissement depuis le mois de juin. Donc ça devrait être quand même de façon assez pérenne. Et donc on devrait s'attendre à avoir des taux longs qui soient à des niveaux élevés pendant encore un moment, vraisemblablement autour des niveaux qu'on connaît actuellement. Alors, ça veut dire qu'on comprend bien que la macroéconomique est chahutée finalement. Alors, face à cette situation, quelles sont les conséquences directes pour les bailleurs sociaux qui nous regardent ? Finalement, en fait, les conséquences sont assez bonnes. En fait, si on fait la synthèse de tout ça, on a des surprises baissières sur l'inflation, des surprises baissières sur les taux directeurs. Et ça impacte directement le taux du livret A, qui est quand même l'un des déterminants principaux dans les conditions de financement des acteurs du logement social. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour les bailleurs sociaux. Donc, je ne vais pas m'étaler dessus, on y reviendra sans divulguer le reste de l'émission, on va y revenir. Mais en tout cas, c'est une très bonne nouvelle. Merci beaucoup, Alison Drey. Avec vous, on vient donc d'évoquer la situation des bailleurs sociaux. On pense forcément tout de suite à l'étude Perspective, une étude devenue, vous le savez, l'une des références dont les chiffres sont attendus chaque année par les acteurs du logement social. Alors rappelons que Perspective est une étude qui comprend d'une part un état des lieux du secteur du logement social à date, et d'autre part, dans cette étude, on découvre également une partie prospective qui présente les trajectoires financières, notamment du secteur, mais à très long terme. L'édition 2024 a été publiée il y a un mois lors du congrès USH. Jean-Christophe Bernigaud, on va le rappeler, vous êtes le responsable data, études de pilotage à la direction des prêts à la Banque des Territoires. Avec vous, on va donc revenir sur quelques chiffres de cette étude. Ça donne quoi ? Bonjour Edwige, bonjour à tous. Tout d'abord, comment avons-nous procédé ? Afin d'établir un état des lieux du secteur, nous avons consolidé l'ensemble des comptes et des bilans financiers des acteurs et des bailleurs sociaux. Pour intégrer les délais de publication des comptes, nous avons travaillé sur les données à fin 2022. Alors, qui dit bilan, dit dette. À fin 2022, la dette des bailleurs s'établissait à 194 milliards d'euros, donc un stock en augmentation de 5 milliards, ce qui montre que le secteur continue à investir. Autre élément structurant, l'autofinancement locatif. Alors celui-là est au plus bas depuis 2019. Donc l'autofinancement locatif, pour mémoire, c'est principalement les loyers, les charges et les annuités financières. Donc suite au choc inflationniste que nous avons connu,
Les charges des bailleurs ont fortement augmenté, donc charges de personnel, entretien du patrimoine. Autre élément structurant, le taux du livret A. La dette des bailleurs sociaux est principalement indexée sur le livret A et avec la hausse de celui-ci, nous avons assisté à une hausse des annuités financières. Alors grâce à la mécanique de la double réversibilité des prêts propres à la Banque des Territoires, cette hausse a été moindre, mais au détriment d'un moindre remboursement du capital. Et face à ces hausses, les loyers, eux, n'ont pas suffisamment augmenté pour absorber ce choc. Néanmoins, l'autofinancement global du secteur, lui, reste satisfaisant, en particulier porté par la vente de logements sociaux. Et le potentiel financier est aussi au plus haut, porté par des éléments conjoncturels. Donc à fin 2022, on peut dire que les grands ratios restent satisfaisants. Alors quand on vous écoute, c'est vrai que presque ça paraît un peu trop vrai, trop beau pour être vrai. Alors d'autant plus quand on sait combien les bailleurs peuvent être inquiets. Alors Hakim Lalou, en tant que directeur du développement à la direction des prêts à la Banque des Territoires, expliquez-nous finalement cette cohérence entre votre discours, évidemment optimiste comme on vient de l'entendre, et la réalité du terrain. Bien, écoutez Edwige, j'entends le point, mais pour le coup on est parfaitement cohérent, tout en ayant bien évidemment un certain nombre de points d'attention, comme vous le soulignez. En premier lieu, et pour reprendre le propos de Jean-Christophe Bernigaud, l'étude Perspective est assise sur les derniers comptes consolidés disponibles pour l'ensemble du secteur HLM, et donc les comptes 2022. Or, on le sait, le contexte macroéconomique s'est depuis dégradé. On a fait face à une période particulièrement inflationniste et donc à une évolution des charges plus substantielle que l'évolution des produits locatifs. Et donc une situation qui aujourd'hui est un petit peu différente de celle de 2022. Deuxième élément, et je pense que ça a été un point que vous avez en particulier regardé dans l'étude Perspective 2024, le fait que l'autofinancement locatif, qui sur les dernières années représentait à peu près 55% de l'autofinancement global du secteur, eh bien, atteint un point bas à 34%, et donc du coup, eh bien, alors que le locatif est le cœur de l'action du secteur, eh bien, on est sur une année particulière avec eh bien, un produit, un autofinancement locatif qui devient secondaire. Alors justement, puisque vous parlez de l'autofinancement, pour qu'on comprenne bien, d'où vient l'essentiel de l'autofinancement si le locatif devient secondaire ? Bien, écoutez, en 2022, la part majoritaire de l'autofinancement global du secteur est issue de ce qu'on appelle l'autofinancement exceptionnel. Et pour dire les choses clairement, de la vente, ça a été évoqué tout à l'heure, pour représenter 66% de l'autofinancement global 2022. Alors que la vente devient un élément central du résultat du secteur, cela amène à un certain nombre de points d'attention liés au fait que cela suit une dynamique progressive à la baisse des plus-values de cession par logement vendus par le secteur, et cela du fait de deux dynamiques concomitantes. Premier élément, une diminution des logements individuels qui sont mis en vente et qui sont particulièrement recherchés. Et deuxième élément, une diminution de l'âge des logements, de l'ancienneté des logements qui sont mis en vente par le secteur HLM, donc qui sont de moins en moins amortis sur le plan des prêts et donc qui libèrent de moins en moins de plus-value de cession unitaire. Et donc alors que la vente est un axe important du modèle et donc de la capacité du secteur HLM à investir, ces contraintes structurelles appellent à renforcer les analyses pour permettre l'émergence des fonds propres nécessaires aux ambitions d'investissement du secteur HLM en matière de construction et de rénovation. Alors avec vous, on vient donc de regarder dans le rétroviseur. Intéressons-nous à présent au futur. Jean-Christophe Bernigaud, que dit l'étude Perspective justement sur la prospective justement ? Alors, qui dit futur, dit hypothèse. Perspective, ce n'est pas une prédiction, c'est un modèle d'hypothèse. C'est important de le rappeler. Ouais. Vous avez deux grands ensembles d'hypothèses dans Perspective. Donc, les hypothèses macroéconomiques, donc les taux d'intérêt, l'inflation, qui ont été détaillés par Alison à l'instant. Et l'autre gros ensemble d'hypothèses, c'est le comportement des bailleurs, et en particulier leur activité entre construction et rénovation. Cette activité, elle est fortement contrainte par le cadre réglementaire, avec la stratégie nationale bas carbone à horizon 2050 et également la loi climat et résilience qui a comme objectif d'éradiquer les logements énergivores avec des premières échéances à fin 2027 et 2034.
Alors, merci pour ces éléments très concrets, ça c'est intéressant. Mais expliquez-nous, c'est quoi les résultats de vos projections ? Alors, au vu des exigences environnementales, nous pensons que les bailleurs vont privilégier la rénovation sur la construction. Donc concrètement, nous avons pris comme hypothèse la rénovation de 130 000 logements par an jusqu'en 2027, puis 90 000 logements à long terme. Alors, quand je dis à long terme, c'est à partir de 2035, avec une décroissance entre les 130 000 et 90 000 progressive. Sur la construction, nous avons comme hypothèse 72 000 logements par an. Alors, ce niveau de construction est nettement moindre que ce que nous avons connu les dernières années. Cependant, supposer une hypothèse supérieure de construction ne serait pas supportable en termes d'endettement pour le secteur. Enfin, dernière hypothèse structurante, la vente de logements sociaux. Donc ça a été dit, Hakim Lalou l'a rappelé à l'instant, nous avons une hypothèse de 14 000 logements vendus chaque année, et c'est donc une hypothèse qui a un impact significatif sur le bilan financier des bailleurs. Alors avec vous, on a donc bien compris les projections proposées par l'étude, mais en termes financiers, ça donne quoi, Hakim ? Mais écoutez Edwige, la situation financière solide du secteur HLM au début de la décennie 2020 devrait permettre aux bailleurs sociaux d'engager un ambitieux programme de rénovation à court et moyen terme, tout en maintenant une dynamique soutenue en matière de construction. Néanmoins, l'amplitude des investissements à réaliser pour répondre aux exigences environnementales en matière énergétique, en matière de décarbonation, et le contexte macroéconomique relativement dégradé au début de cette période que rappelait Alison, eh bien, devrait conduire progressivement à une érosion des fonds propres disponibles pour les investissements du secteur, pour atteindre un point bas en 2050 en matière de potentiel financier inférieur à 100 € par logement, avant de reprendre très rapidement pour revenir autour de 2060 à des niveaux comparables en termes de potentiel financier par logement au niveau que l'on observe aujourd'hui. Et donc, in fine, les grands enjeux environnementaux et les ambitions en matière de SNBC pourraient amener les bailleurs à réaliser des efforts d'investissement très important en matière de rénovation au détriment de la construction neuve, sauf bien évidemment à disposer de nouvelles ressources d'équilibre ou des fonds propres nécessaires, et cela que ce soit dans le cadre du SIEG ou en dehors du SIEG. Alors attendez, parce que ça c'est une précision importante que vous évoquez là. C'est même plutôt une mauvaise nouvelle pour le pays. On sait que la population ne cesse d'augmenter et qu'il ne s'agit pas seulement de la tranche d'âge des actifs. Malgré tout, la population, quelle qu'elle soit, a besoin de se loger. Alors Hakim, quelle est la situation ? Construire davantage de logements sociaux ? En effet, en tout cas, la perspective peut paraître défavorable, mais très clairement, elle n'est pas inéluctable. Bien qu'elle paraisse assise sur des analyses et des fondamentaux financiers qu'on vient de vous partager, ça ne présage pas des implications en matière d'arbitrage, que ce soit au niveau des opérateurs ou encore des territoires. Et donc, si on dézoome un petit peu, comme c'était évoqué tout à l'heure, l'ensemble de ces projections sont assises sur un corpus d'hypothèses, et on n'est pas à l'abri sur ces perspectives longues de bonnes nouvelles. Soyons un peu positifs dans ce contexte-là. Et donc, sans revenir sur la dynamique historique de production de prêts, en matière de financement et par rapport aux perspectives, le secteur HLM a accès à des financements où l'index de référence, le taux du livret A, par rapport au forward Euribor, est moins cher à 20 et 40 ans, et donc une ressource d'intérêt, le tout avec des marges sur index qui sont tout à fait concessives, et le tout dans le cadre d'un modèle qui permet des financements qui sont massifs et sur des maturités qui sont exceptionnelles. Et donc, pour conclure, on le comprend, le secteur HLM dispose de fondamentaux financiers qui sont solides et va devoir, pour se consolider, renforcer les produits qui soient de l'ordre des produits de diversification, et tout l'enjeu c'est d'identifier des sujets qui soient à l'échelle, ou encore sur le cœur d'action, à savoir le locatif, dans le cadre plus global dressé par le discours de politique générale du Premier ministre, pour permettre l'émergence des fonds propres nécessaires pour réaliser les ambitions d'investissement du secteur HLM, ambitions partagées en matière de rénovation et de construction. Alors, beaucoup de choses ont été dites durant ces minutes. Costa, on l'entend depuis plusieurs minutes avec nos trois invités. La situation est particulièrement complexe. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir finalement ? Que rien n'est définitif ? Oui, alors je crois qu'il faut tout d'abord rappeler que les fondamentaux du modèle sont bons.
le modèle économique du logement social, le modèle du fonds d'épargne, qui est son corollaire d'un point de vue financier. Je veux m'arrêter un instant sur le fonds d'épargne. Aujourd'hui, le fonds d'épargne parvient à pourvoir de la liquidité de manière massive, des maturités que le marché ne peut offrir, et à des taux qui sont effectivement extrêmement compétitifs. C'est bien grâce à ce modèle et à sa résilience et à l'investissement que vous réalisez, bailleurs sociaux, tout au long de cette année, que l'amortisseur de crise du secteur joue aujourd'hui à plein régime. Néanmoins, on l'a dit, on le sait, dans la trajectoire, les investissements liés à l'énergie, au carbone et à l'adaptation au changement climatique sont des investissements colossaux qui ont un impact mécanique sur la production de logements sociaux. Et il y a un point sur lequel je pense qu'il faut être très clair, c'est qu'on ne peut pas se satisfaire d'une trajectoire à 72 000 logements sociaux par an quand on sait que 2,7 millions de nos concitoyens sont en attente d'un logement HLM aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut ajuster le modèle sans le transformer en profondeur, mais l'ajuster de manière à apporter des ressources supplémentaires qui vont permettre de passer ce cap. Ça va demander une mobilisation de l'ensemble des acteurs et des partenaires, d'encourager des dispositifs innovants, la diversification, le logement intermédiaire et son développement à moyen terme vont permettre de régénérer des fonds propres. Le dispositif de seconde vie des bâtiments qui est sur le point de sortir de terre va permettre plus de souplesse sur les loyers. Cette souplesse sur les loyers, il serait bon de pouvoir l'élargir plus globalement pour l'ensemble du secteur HLM. Et cette mobilisation est, me semble-t-il, une responsabilité que nous devons porter collectivement. C'est un message, effectivement. Restons mobilisés. Merci, avocate, pour vos réponses concrètes sur les perspectives du logement social. On va se pencher encore un peu plus dans le vif du sujet, notamment sur la crise du logement. Et c'est la deuxième séquence de l'émission Osons les sujets. Et pour évoquer le sujet de la crise du logement, une invitée d'honneur avec nous dans cette émission Osons les sujets, Emmanuelle Cosse. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'Union sociale pour l'habitat. Merci pour votre présence aujourd'hui en direct. Emmanuelle Cosse, d'abord, vous venez d'entendre les perspectives. Quel regard finalement vous portez sur les difficultés qu'affronte le secteur ? Alors tout d'abord, je voudrais dire que ce document Perspective, vous l'avez présenté tout à l'heure, mais pour le logement social des bailleurs sociaux, pour nous, ce travail d'analyse et de prospective, il est essentiel. C'est pas, je le dis pas là juste parce que je suis invitée par la Banque des Territoires, mais parce que ça nous permet de voir à long terme et de se rendre compte que les choix qu'on fait aujourd'hui, en fait, ils ont une conséquence pour les 50 prochaines années. Et après, c'est vrai que c'est un document qui dit des mauvaises nouvelles, en tout cas par rapport à nos ambitions. Il nous dit, vu l'état actuel des financements et de l'économie et de la situation du secteur social, s'il n'y a pas de changement, vous n'arriverez pas à construire plus de 70 000 logements et à en rénover, dans mon souvenir, plus de 120 000 dans la période et un peu moins après. Donc ça montre surtout quoi ? Ça montre que si on veut augmenter l'ambition de construction et de rénovation, il faut d'autres modèles de financement, il faut augmenter le financement actuel. Et je pense que c'est cette vérité-là qui est parfois difficile à entendre, mais qui pour nous est essentielle, qui nous permet d'être outillés dans les discussions avec les pouvoirs publics. Elle permet une autre chose, c'est de faire prendre conscience aux bailleurs sociaux que cet endettement qui est à long terme, qu'on prend en responsabilité pour les générations futures, a un impact. Et que donc, quand on décide des opérations d'aujourd'hui, il faut qu'on les envisage sur les 50 prochaines années. Alors justement, puisque vous parlez de cette vision à long terme, une question qu'on va vous poser dans quelques instants, Costa Castrinidis, mais avant ça, Emmanuelle Cosse, vous venez d'être réélue à votre poste de présidente de l'Union sociale pour l'habitat, et à l'orée donc de votre second mandat, quel cap fixez-vous pour le secteur HLM ? Alors, le cap pour le secteur HLM que j'avais déjà avant, mais que je vais retravailler cette année et dans les 4 prochaines années, c'est répondre aux besoins. Et les besoins aujourd'hui, c'est en construction, en réhabilitation. Il faut développer l'offre de logement social et abordable, c'est une nécessité, étant donné parce que le marché privé du logement ne répond pas à ces besoins-là. Et puis, on doit continuer à rénover le parc, tout simplement, et à l'adapter. Ce n'est pas simplement le rénover pour le décarboner, c'est une priorité essentielle. C'est aussi l'adapter pour les nouveaux publics, l'adapter au vieillissement de la population, l'adapter aux besoins des territoires, et donc continuer aussi à innover, notamment sur des logements qui peuvent être plus évolutifs, des modes constructifs plus rapides. En tout cas, moi, mon mouvement et mon idée, c'est de toujours être dans l'action
même quand on est en difficulté, même quand c'est plus difficile d'un point de vue économique, il faut agir et il faut répondre aux besoins de la population. Costa, effectivement, continuer à agir, à être dans l'action. Oui, alors nous, en tant que partenaires et financeurs du secteur, on partage la même vision de long terme. Les opérateurs qu'on finance sont des investisseurs de long terme. Nous sommes à leur côté avec des produits financiers qui peuvent aller jusqu'à 80 ans sur la partie foncière de nos financements. C'est exceptionnel, unique en Europe. Et c'est vrai que cette vision de long terme, elle nous tient à cœur puisqu'elle nous permet d'incarner une forme de confiance sur les territoires vis-à-vis de l'ensemble de notre écosystème, les collectivités locales et les bénéficiaires finaux. On l'a vu tout à l'heure, on sait que dans la trajectoire à venir, il y a un sujet de capacité d'investissement pour produire plus de logements. On doit être au rendez-vous des défis climatiques, énergétiques, de décarbonation du parc, c'est une nécessité. Mais si on ne répond pas aux besoins de la population, comme Emmanuel Cos vient de le dire, on va avoir des crises sociales à répétition au cours des prochaines décennies. Et ça, c'est, je pense, notre responsabilité collective d'y parvenir. Et c'est vrai que les opérateurs, je le disais tout à l'heure en introduction, investissent massivement au cours de cette année 2024. C'est vraiment sans précédent, mais on voit que malgré ça, ça ne sera pas suffisant. Et pour trouver des leviers supplémentaires, nous avons un rôle à jouer en tant que partenaires et financeurs. On peut continuer à apporter des produits financiers qui vont aider à investir, mais il faut aussi que l'ensemble des parties prenantes du secteur se mobilisent. Les collectivités locales qui ont un rôle clé dans le dispositif, les actionnaires pour les organismes qui en ont, qu'ils puissent également investir, apporter du capital supplémentaire pour répondre à ces grands enjeux. La bonne nouvelle, c'est que sur une vision de long terme, tous les fondamentaux sont sains. Maintenant, il faut réussir à répondre aux besoins de la population en intégrant également le fait que on doit être respectueux de l'artificialisation des sols, ce qui veut dire finalement évoluer progressivement vers un urbanisme tourné vers la transformation d'actifs. Et, je pense que c'est un élément sur lequel aujourd'hui on converge, mais on n'a pas encore trouvé toutes les clés de cette équation complexe. En tout cas, la force du collectif. Alors, et on y reviendra sur ces leviers dans quelques instants. Avant ça, Emmanuel Cos, vous évoquiez donc le cap pour les années à venir, mais finalement, comment on arrive à garder justement ce fameux cap quand les vents sont souvent violents? Alors, les vents peuvent être difficiles. On a connu ces dernières années une réduction des moyens pour le logement social. On a un atout, c'est notre banquier qui est en face de moi. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce que moi, mon rôle avec le mouvement HLM, c'est d'innover, de répondre aux besoins que l'on voit et d'avancer. Et après, il faut trouver les modes de financement qui nous permettent de le faire. Aujourd'hui, en effet, on doit construire on doit transformer des actifs déjà existants, on doit construire dans des dents creuses, on doit arrêter d'artificialiser, on doit construire avec moins de béton et tout ça. Bon, derrière, ça a des coûts. Et ce qui est important, c'est qu'on ait des prêts de long terme et des tas de solutions qui nous permettent de le faire. C'est comme ça qu'on garde la conviction d'agir, parce qu'on a quand même des moyens de le faire financiers, même si c'est plus compliqué. Puis la deuxième chose, c'est la détermination et l'engagement. Et le secteur HLM, quand même, depuis 100 ans, et c'est ce qui fait quand même aussi sa solidité, c'est que ce sont des hommes et des femmes et des hommes qui ont des convictions, qui veulent loger des personnes à des loyers modérés, encadrés ou faire de l'accession sociale, et qu'on y arrive. Et je pense que c'est ça aussi qui est important de dire, c'est que ce n'est pas simplement une croyance et un engagement, c'est que ces valeurs qui nous animent, c'est aussi qu'on a montré, on montre depuis 100 ans que le logement social, ça marche, ça produit des effets, ça a logé, ça a accompagné le développement industriel de la France dans les 30 Glorieuses, ça répond aux crises sociales, ça permet de faire de l'intégration. Donc je pense que c'est ça aussi qui nous permet d'avancer. Même si, en effet, il nous arrive, c'est le cas, ça a été le cas ces dernières années, d'être moins soutenus par les pouvoirs publics, notamment dans le soutien, je dirais, politique de ce que l'on fait. Mais en même temps, en période de crise, et moi, c'est ce que je vais aussi essayer de déployer là, dans les mois qui viennent, quand je vois que l'emploi commence à être en berne, notamment dans le bâtiment, nous, notre rôle, c'est de ne pas faiblir. Et c'est de ça aussi dont on va discuter. Comment est-ce qu'on assure les carnets de commandes des entreprises en ne fléchissant pas sur les programmes de rénovation et de construction. Donc voilà, je pense que de toute façon, pour que ça marche, le logement, c'est du professionnalisme et de la conviction. L'un sans l'autre, ça ne fonctionne pas. Ça veut dire que là, pour tous ceux qui nous écoutent, on a le droit d'être un peu optimiste, malgré tout? Mais de toute façon, on n'a pas le choix. Je veux dire par là que, évidemment, moi, je n'ai pas connu le logement social il y a 50 ans, mais c'était financièrement beaucoup plus facile. Sauf qu'en fait, moi, je prends
vraiment nos capacités à faire dans l'environnement actuel. Et on n'a pas le choix d'être optimiste et d'agir parce que les besoins sont là. On a des crises sociales, Costa vient de le dire, mais c'est vrai. Il y a des territoires qui vont mal parce que les gens ne sont acculés, ils n'arrivent pas à se loger correctement pour répondre à des besoins d'emploi. Donc on doit nous trouver des solutions, c'est notre rôle. On doit le faire avec les pouvoirs publics, les élus locaux, et on doit être une réponse à ces questions de crise. Et il faut être responsable. Donc, vous voyez, il y a le combat politique pour avoir plus de moyens financiers, pour retrouver des facilités, pour dénoncer ce qui ne fonctionne pas, pour dire à l'État qu'il doit financer des actions de long terme. Ça, c'est une chose. Mais il y a aussi l'action et la conviction qu'on peut quand même faire des choses. Aujourd'hui, on n'est pas bloqué. On est en difficulté parce qu'en plus, il y a eu la hausse du taux du livret A et tout ça. Mais on ne peut pas dire qu'on est totalement à l'arrêt. Et c'est plutôt justement important. Je le dis parce qu'on a un secteur immobilier privé qui, lui, est en très grande difficulté avec des fermetures d'entreprises, des plans sociaux. Nous, ce n'est pas notre sujet. Nous, c'est plutôt l'idée de retrouver des moyens suffisants pour répondre à la demande. Mais on fait aujourd'hui, on va quand même produire cette année encore un certain nombre de milliers de logements. Oui, c'est ça, tout ne s'arrête pas. Absolument. Et en tout cas, c'est peut-être aussi l'occasion de rappeler que votre présence aujourd'hui dans cette émission Osons les sujets, ça compte et c'est un symbole fort finalement. C'est aussi un symbole de notre partenariat. Alors, on a un partenariat financier, puisqu'en fait, l'ensemble de nos prêts sont assurés par la Banque des Territoires assise sur le livret A, mais c'est aussi un partenariat stratégique. On a des recherches en commun, on a des outils communs qu'on a créés, je pense évidemment à Priorino, mais il y en a d'autres. Et puis, il y a aussi le fait d'être compris et accompagné. Je donne juste un exemple. Il y a 4 ans maintenant, moi, je commence à réfléchir à l'idée de la seconde vie, qui est le fait de trouver des financements adéquats pour faire des très grosses restructurations. Mon premier interlocuteur sur ce sujet, ça a été Éric Lombard, pour savoir si on pouvait concocter des nouveaux prêts qui répondent à ces interrogations de faire du neuf dans de l'ancien, en gros, avec des grosses restructurations. Et on a abouti ensemble le projet. Et ça, je pense que c'est aussi la démonstration d'une bonne collaboration, de même que les négociations qu'on a eues sur le bail réel solidaire, donc l'accession sociale avec les prêts de long terme sur le foncier. C'est ce qui permet aujourd'hui qu'on puisse faire ces opérations-là. Donc ça, à mon avis, c'est essentiel. Et nous, pour nous, USH, on y compte beaucoup. On a ce partenariat de recherche commun qu'on discute. Il y a des longues réunions avec les équipes pour discuter de tout ce sur quoi on veut travailler. Et pour tout vous dire, c'est ce qui nous permet, nous aussi, d'anticiper l'avenir. Je pense à des sujets, je l'ai dit en vrac, l'hydrogène en matière d'énergie, l'intelligence artificielle, tout ça. Nous seuls, les appréhender sans un soutien, celui de la Banque des Territoires, des équipes et pour la question de la recherche, c'est extrêmement compliqué. Et donc, c'est vrai que c'est pour nous essentiel. Costa, quand on entend Emmanuel Cos, forcément, c'est une bonne nouvelle. Oui, ce collectif. C'est complètement partagé. C'est vrai que le partenariat qui nous lie avec l'Union sociale pour l'habitat, c'est à la fois une histoire qui dure, qui est faite pour durer, qui nous permet de partager un socle de valeurs communs. Et depuis plus d'un siècle aujourd'hui avec le mouvement HLM. Et on n'est absolument pas dans une forme d'immobilisme, puisque en permanence, on cherche à innover. Emmanuel a cité Priorino Logement Social, on y reviendra tout à l'heure. C'est un outil qu'aucun autre segment du secteur immobilier ne possède aujourd'hui, qu'on a co-construit. Absolument. Donc on fait de l'innovation, de maîtrise d'ouvrage sur de l'intelligence artificielle. On va bien plus loin que la seule question de nos prêts et de nos financements. Et c'est comme ça qu'on a un temps d'avance. Et c'est aussi, je veux le souligner, un partenariat qui se déploie sur les territoires. Parce qu'avec les unions régionales HLM locales et les directions régionales de la Banque des Territoires, il y a des liens extrêmement forts qui sont nourris d'échanges réguliers et qui nous permettent de prendre aussi le pouls de nos clients, de nos partenaires, pour mieux anticiper leurs besoins et essayer de faire en permanence évoluer notre offre. C'est vraiment, je pense, un des éléments qui, moi, me rend très confiant sur la suite de notre défi commun de sortir de cette crise de la meilleure manière possible. En tout cas, effectivement, un défi qui s'affronte ensemble. Merci beaucoup, Emmanuel Cos, d'avoir été avec nous en direct dans cette émission. On l'a dit, on parle vrai dans cette émission et avec des invités qui s'engagent. Merci encore une fois et on va continuer à parler vrai, notamment grâce à vos questions que vous nous envoyez. Beaucoup d'entre elles, évidemment, trouvent réponse au travers des intervenants qui se succèdent et on va continuer à y répondre en fin d'émission et on va poursuivre avec la troisième séquence, une séquence qui nous invite, vous allez l'entendre, à rester optimiste. Oui.
Et nous voici donc dans la troisième partie de cette émission Osons les sujets. Depuis le début de l'émission, nous avons évoqué notamment le contexte et les perspectives macroéconomiques et donc forcément les conditions qui s'imposeront au secteur HLM. Nous avons également échangé sur les enjeux autour du modèle économique HLM avec la présidente de l'Union sociale pour l'habitat qui était avec nous il y a encore quelques instants et le directeur des prêts de la Banque des Territoires évidemment qui est toujours avec nous. Et pour cette troisième partie, eh bien, nous allons nous pencher sur les dispositifs financiers que la Banque des Territoires vient d'annoncer au Congrès USH. Et le temps eh bien, que nos invités nous rejoignent sur ce plateau, installez-vous. Avant ça, eh bien, Costa Castrinadis, plus largement finalement, quels sont les objectifs derrière ces différents dispositifs qu'on va évoquer avec nos invités qui s'installent? Alors, comme on est aujourd'hui confronté à une crise multifactorielle, le groupe Caisse des dépôts, la Banque des Territoires, travaille à actionner tous les leviers pour pouvoir sortir de cette crise. Et notre guide en la matière, concernant le logement social, concernant vos préoccupations en tant que bailleurs sociaux, c'est vraiment l'étude perspective qui nous montre qu'il est absolument impératif qu'on travaille les deux axes, transformer, adapter le parc de logements sociaux existants et soutenir l'investissement en faveur de la production. Et c'est vraiment ce qui nous guide dans les mesures qu'on a pu mettre en place l'année passée et dans ces mesures nouvelles que nous sommes en train de déployer et sur lesquelles on va revenir plus en détail. Alors en effet, on va y revenir avec nos invités qui nous ont rejoints. Bienvenue à vous. On va vous présenter avant d'aller dans le vif du sujet. Hakim, vous êtes à nouveau avec nous. On va le rappeler, vous êtes directeur du développement à la direction des prêts à la Banque des Territoires. Avec nous également Amaury Pinchon, vous êtes responsable logement social et réaménagement de la dette à la direction des prêts à la Banque des Territoires. Et enfin, Marie Lossé, vous êtes responsable habitat spécifique direction des prêts à la Banque des Territoires. Et c'est donc eh bien avec Hakim qu'on va débuter. On va donc revenir sur ces dispositifs et on va débuter avec la rénovation. On le sait, il n'est pas toujours simple d'avoir une connaissance du patrimoine, à l'image par exemple de la priorisation des opérations à lancer. Alors Hakim, en 2023, vous annonciez ici même, souvenez-vous, messieurs, dames, le lancement de Priorino Logement Social. Mais on sait que la data, c'est souvent des annonces et plus rarement des résultats. Alors justement, quels sont les résultats? Et surtout, un an après le lancement, peut-on continuer finalement à faire des annonces? Bien, écoutez, Edwige, effectivement, le risque avec la data, c'est que parfois il y a des annonces et pas forcément de résultats en face. Mais en l'occurrence, Priorino Logement Social, c'est du concret. Et c'est surtout d'ores et déjà un succès. Ça a été ouvert au secteur HLM il y a 6 mois de cela. Et d'ores et déjà, les bailleurs sociaux sont emparés et couvrent avec leur compte actif d'ores et déjà 65% du parc HLM. Alors vous vous en rappelez probablement, Priorino Logement Social, c'est un dispositif qui est mis gratuitement à la disposition des bailleurs sociaux. C'est assis sur 2000 gigaoctets de données, basé sur l'IA, mis en disposition par la Banque des Territoires en partenariat extrêmement fort avec l'Union sociale pour l'habitat, le ministère du Logement, Enedis et GRDF. Et peut-être pour faire deux incises alimentées par les questions qui nous sont régulièrement adressées par les bailleurs dans le contexte actuel, c'est un dispositif qui est déployé par des institutionnels d'envergure nationale et donc en l'occurrence ça garantit la pérennité à long terme de ce dispositif. Ce n'est pas forcément le cas pour des dispositifs sur cette thématique. Et deuxième élément, eh bien, c'est déployé sur la plateforme de la Banque des Territoires et donc cela garantit un niveau de sécurité bancaire sur des données sensibles et on le sait dans le contexte actuel, c'est pas anodin du tout. Alors on l'a bien compris, le bilan est très positif et ça c'est une première bonne nouvelle. Mais alors, quelles sont les nouveautés un an après le lancement? Bien, je ne vous savais pas aussi pressé de les découvrir. Mais ils ont hâte derrière les écrans. Écoutez, comme vous le savez, Priorino Logement Social, le socle, c'est la mise à disposition automatique d'une vision de premier niveau sur le parc et les consommations énergétiques. Alors, il y a un mois de cela, lors du congrès de l'Union sociale pour l'habitat, eh bien, on a annoncé 3 nouvelles fonctionnalités principales. Premier élément, la mise à disposition automatique et quasi en temps réel des diagnostics de performance énergétique de nouvelle génération, dès lors qu'ils sont disponibles dans l'API de l'ADEME. Et ça, c'est un changement total en termes de fluidification, d'échelle et de simplicité. Deuxième fonctionnalité, alors ça paraît technique, mais sincèrement, c'est vraiment essentiel. C'est l'intégration en production, d'ores et déjà, du référentiel national du bâtiment, mais déployé par l'État avec un identifiant unique
pour chaque bâtiment en France, et notamment portant du logement social. Et donc concrètement, ça permet quoi? Eh bien, aux bailleurs sociaux qui nous regardent, s'ils disposent eh bien, de données externes faisant référence à ce référentiel, eh bien, ça permet de croiser automatiquement eh bien, ces données. Donc c'est un changement total, un game changer comme on le dit souvent, en termes d'interopérabilité et d'approche plateforme de Prioréno. Puis dernier élément, c'est l'un des axes phares de l'action 2024 en matière d'adaptation au changement climatique et de décarbonation. Et donc, en l'occurrence, depuis le congrès ESH, eh bien, nous mettons à disposition gratuitement sur l'ensemble du parc des bailleurs le potentiel d'installation photovoltaïque. C'est gratuit, c'est disponible. Et sur les prochaines semaines, il y aura l'intégration dans le dispositif des données relatives au risque littoral, au risque de retrait-gonflement argileux et prochainement eh bien, l'intégration des éléments liés au confort d'été. Donc tout pour faire un plan d'adaptation au changement climatique et donc dans le même temps la mise à disposition eh bien, de crédits d'ingénierie pour cofinancer ces plans et permettre l'intégration des données générées dans Prioréno Logement Social. Et donc en rebond à votre question de départ, Prioréno Logement Social, on avance vite, on avance concrètement et on innove. Alors, vous l'avez évoqué, hein, effectivement, il y a beaucoup d'exigences, évidemment, sur le quotidien. Et on imagine combien les bailleurs qui nous regardent doivent confirmer derrière les écrans. Vous en avez également des exigences, notamment concernant les garanties. Et là encore, il faut être honnête, ça fait pas mal tousser le secteur. Qu'est-ce que vous répondez? Écoutez, effectivement, les garanties, c'est l'un des fondements du modèle. Alors, je ne reviendrai pas sur le fait que les garanties accordées par les collectivités, ça permet de disposer d'un élément tangible, d'alignement de la collectivité et de son projet de territoire par rapport à l'investissement qui est envisagé. Mais plus globalement, eh bien, cela permet, en disposant de ces garanties, eh bien, une réduction des fonds propres nécessaires et donc la capacité à mettre à disposition du secteur HLM des volumes massifs de financement, le tout dans des conditions tarifaires très intéressantes. Bon. Bien évidemment, on est tout à fait conscient des contraintes de trésorerie du secteur HLM, notamment liées au fait que nos prêts de long terme ne peuvent être versés qu'à compter de la mise à disposition de la garantie, et ça peut prendre un peu de temps. Et donc, sur la base de ces éléments, eh bien, en accord avec l'État, on vient de déployer récemment le nouveau prêt Duose dans le cadre d'une enveloppe de 5 milliards d'euros. Et c'est d'ores et déjà un succès, puisqu'à ce matin, on est à 1,8 milliard de signatures et bien davantage en matière d'engagement. Donc vous êtes en train de nous dire que vous auriez visé juste, rien que ça. Écoutez, le prêt du rose, non, mais vous avez raison. En l'occurrence, premier élément, le prêt du rose, c'est un prêt de court terme qui est mis à disposition pour le coup sans garantie, en permettant eh bien, aux bailleurs sociaux de disposer de financement pour le logement social d'une part et pour le logement intermédiaire d'autre part, sous des délais extrêmement courts pour soutenir leur effort d'investissement. Et on le sait, dans le contexte actuel, c'est fondamental. Deuxième élément, c'est un prêt à l'opérateur. Et vous nous connaissez, eh bien, c'est assez exceptionnel. Et pour le coup, on est en plein dans notre rôle. Puis, dernier élément pour être succinct, c'est un prêt qui est in fine, à 1 ou 2 ans. C'est assis en termes de volume sur le PMT des bailleurs sociaux. Et puis, c'est un prêt qui est remboursé au fil de l'eau en fonction eh bien, du versement des crédits long terme pour reboucler avec le sujet des garanties. Et donc, nous sommes particulièrement heureux de noter que ce dispositif, qui a fait l'objet de remontées eh bien, de nos directions régionales, qui échangent, qui co-construisent eh bien, avec les bailleurs sociaux dans les territoires, ce dispositif eh bien, rencontre la demande et puis bénéficie d'un succès dont on se félicite collectivement. Alors justement, puisque vous parlez des clients, eh bien nos équipes sont allées les rencontrer sur le terrain. On va entendre notamment la directrice générale de la Société dauphinoise de l'habitat, qui est également présidente de l'Aura HLM. Patricia Dudonné revient sur ce nouveau prêt baptisé Duose, justement. Et puis on va entendre également la directrice régionale d'Auvergne-Rhône-Alpes, Barbara Falk. Écoutez. Le prêt Duose, c'est un prêt assez similaire aux autres prêts de fonds d'épargne de la Banque des Territoires, puisqu'on est bien sur du fonds d'épargne, sur un prêt qui est à destination des organismes de logement social
Et puis c'est un prêt dont le taux est indexé sur le taux du livret A, donc 70 points de base pour le logement social et 140 points de base pour le logement intermédiaire. C'est un prêt de court terme, de 1 à 2 ans. C'est aussi un prêt très simple qui ne demande notamment pas de garantie. Donc c'est un prêt qu'on a mis en place pour répondre aux besoins d'aujourd'hui, à la demande d'aujourd'hui et de manière très rapide et partenariale avec les organismes de logement social. Le prêt du haut, c'est un prêt qui présente beaucoup d'avantages. Le premier, c'est la rapidité. Ça peut aller très vite. Entre le moment de la demande et le moment du versement, il peut se passer quelques semaines. C'est un prêt aussi qui a un taux très avantageux sur livret A et inférieur au marché actuel et avec un différé d'amortissement de 21 mois. Donc c'est simple, c'est rapide, ça répond à un besoin, même un besoin très important, avec un taux avantageux. Donc le prêt du haut, c'est un prêt qui est tout à fait adapté à la situation particulière des années 2023 et 2024, c'est-à-dire celle de la réponse majeure des organismes de logements sociaux à la crise immobilière, puisque nous aidons les organismes de logement social à aller jusqu'au bout de ce creux de trésorerie, à le combler temporairement, jusqu'à ce qu'on puisse mettre en place des financements de long terme. En 2024, on a signé un important prêt du HOSE avec la Banque des Territoires pour nous permettre d'assurer le flux de trésorerie. Nous avons engagé énormément d'opérations qu'il convenait de financer essentiellement sur l'année 2024, de lancer les financements. Donc ce prêt du HOSE à hauteur de 96 millions, ce qui est important, on n'a jamais eu un prêt de trésorerie aussi important à la SDH, a été essentiel pour assurer nos engagements. L'avantage du prêt du HOSE, c'est qu'effectivement, et de façon très exceptionnelle, la Banque des Territoires ne demande pas une garantie de collectivité sur ce prêt. Ça nous a permis d'enclencher très rapidement. En plus, il faut le reconnaître, le taux, la mise en œuvre du prêt lui-même est très avantageux pour les bailleurs sociaux. J'ai déjà fait cet exercice de recommandation du prêt du HOSE auprès de mes collègues parce que je considère effectivement que c'est une vraie opportunité pour nous parce que la trésorerie est un sujet pour les bailleurs sociaux, ce qui n'était pas le cas ces dernières années. Après, chacun est libre de sa stratégie financière, bien évidemment. On l'aura donc compris, 4 lettres qui constituent une solution efficace pour soutenir la construction nouvelle. Il s'agit donc du nouveau prêt du HOSE. Allez, on va poursuivre avec un autre sujet, l'un des enjeux stratégiques des prochaines décennies. Il s'agit du parc existant. Alors, Amaury Pinchon, on le sait, l'un des enjeux de l'adaptation au changement climatique reste le ZAN, le zéro artificialisation nette. Face à cet enjeu, quelles sont les solutions concrètes ? Alors justement, Emmanuel Cos l'a évoqué dans la séquence précédente. Nous proposons le dispositif seconde vie. Donc l'idée de seconde vie, en fait, c'est de réinjecter 50 ans de vie dans un bâtiment ancien. Donc ça permet en fait à la fois d'économiser du foncier et d'être plus performant en termes d'énergie ou de carbone. Voilà, on restructure tout, on garde juste le squelette, la structure et on fait tout. Donc on est sur un bâtiment qui un bâtiment qui retrouve les propriétés du neuf. Donc ça, c'est un dispositif qui a émergé il y a 3 ans. Il y a eu des discussions avec l'USH, avec l'État. On a lancé une expérimentation qui a été un succès, donc on a décidé de le pérenniser avec l'accord de l'État. Donc c'est vrai que c'est un dispositif qui a un certain coût. On sait que ça coûte cher de redonner les propriétés du neuf à des bâtiments anciens. Et du coup, en termes de financement, on a essayé d'associer le meilleur de la construction neuve avec le meilleur de la réhabilitation. Donc sur nos prêts que l'on distribue avec la Banque des Territoires, on propose un package avec à la fois notre éco-prêt, donc vous savez c'est un prêt très bonifié qui est à destination des réhabilitations thermiques. Donc on le propose à sa quotité maximale de 33 000 € par logement. Et en complément, on va proposer des prêts équivalents au neuf, donc avec les mêmes tarifications que nos produits neufs et une maturité de 40 ans, donc ce qui est très important pour équilibrer les opérations. Et par ailleurs, avec les opérations de seconde vie, le bailleur peut atteindre les loyers du neuf sur ces logements qui bénéficient de ces restructurations et également d'avantages fiscaux tels que la TVA à taux réduit et les exonérations de TFPB. Donc vous voyez, on essaye vraiment, on répond vraiment aux exigences du ZAN
tout en étant en ligne en fait, avec la stratégie nationale bas carbone. Alors d'accord pour finalement la seconde vie du bâti, mais finalement on le voit, les enjeux se déplacent. Ils se déplacent notamment du côté de la transformation du bâti existant. Alors on pense par exemple à l'ampleur des surfaces de bureaux désormais désertées. Ces coûts de transformation sont très importants. Avez-vous des solutions pour ceux qui nous écoutent ? Alors oui, c'est un enjeu qu'on a bien identifié au sein de la Banque des Territoires. Et c'est pourquoi on a décidé en fait d'orienter le reliquat que nous avions sur le prêt de bilan, qui est un prêt qui a été conçu avec Action Logement, vers la transformation de locaux ou de bureaux en logements sociaux. Alors c'est pareil, on sait que ce sont des opérations qui coûtent cher de reconfigurer ce type de locaux en logement. Et c'est pour ça que ce prêt de bilan, il a les caractéristiques parfaites pour répondre à cet enjeu. Donc il y a deux phases dans ce prêt de bilan. Une première phase de 20 ans pendant laquelle il n'y a pas de décaissement, parce qu'il n'y a pas d'amortissement et c'est un prêt à taux zéro, pas de charge d'intérêt. Et une seconde phase en fait, de 20 ans où là on est sur un prêt plus classique, phase amortissable, une marge sur TLA de 60 points de base. Du coup, un prêt comme les bailleurs peuvent le connaître habituellement. On s'apprête à lancer justement un appel à manifestation d'intérêt très prochainement, au début d'année prochaine, et on compte sur tous les bailleurs qui nous regardent et les autres pour y répondre massivement. L'appel, en tout cas, est lancé. Alors, on comprend donc que vous orientez l'utilisation de ce reliquat de prêt au bilan sur la transformation et non sur la construction neuve. En début d'émission, Costa Castrinidis évoquait notamment la nécessité de ne pas les opposer. Alors, qu'est-ce que vous répondez à monsieur le directeur ? Vous avez tout à fait raison. Il y a bien sûr un besoin de relancer la construction de logements. C'est pourquoi, en fait, le prêt de bilan dont je viens de vous parler, il conserve également sa thèse d'emploi d'origine, qui est de financer les opérations de construction neuve qui sont particulièrement ambitieuses d'un point de vue environnemental. Donc on va être en avance de phase sur la RE 2020, qui est la réglementation environnementale qui s'applique aux bâtiments neufs. Et en fait, sur les indicateurs qui mesurent les émissions de gaz à effet de serre pendant le cycle de vie du bâtiment, on sera sur le seuil 2028, alors qu'actuellement on est sur le seuil 2022, on va passer en seuil 2025. Donc vous voyez, on a toujours un petit coup d'avance à la Banque des Territoires. Alors un coup d'avance, certes, mais on sait que la crise a cassé l'accession sociale finalement à la propriété. Or c'est aujourd'hui essentiel sur le plan social, essentiel également pour ne pas bloquer le parcours résidentiel dans le parc. Alors Marie Losset, quelle solution vous apportez ? Alors depuis 2019, en effet, sous les effets conjugués de l'augmentation du prix des logements et de la remontée des taux des crédits immobiliers, on constate globalement un recul des flux de l'accession à la propriété. Alors ce constat, il s'observe sur tout le territoire, mais il est particulièrement important pour les ménages modestes. Et dans le même temps, certains territoires tendus, en zone dense, touristiques, connaissent le développement assez fort de résidences secondaires ou de meublés de tourisme qui viennent réduire d'autant l'offre de logements disponibles pour ces ménages qui travaillent sur ces territoires et qui légitimement souhaitent y vivre. C'est dans ce contexte que la Banque des Territoires, qui n'intervenait pas historiquement directement dans le financement de l'accession sociale, a souhaité accompagner le déploiement des montages en bail réel solidaire qui répondent bien à ces deux objectifs, la solvabilisation des ménages d'un côté et puis la garantie d'une occupation sociale du logement dans le temps. Alors justement, puisque vous parlez du bail réel solidaire, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et surtout, quelle est l'intervention de la Banque des Territoires ? Alors oui, bien sûr, le bail réel solidaire, c'est un dispositif innovant qui vise à dissocier le foncier d'un côté, donc le terrain, du bâti, donc un appartement, une maison individuelle. Le propriétaire achète uniquement la partie bâtie, le terrain restant la propriété d'un organisme de foncier solidaire. C'est ces OFS que nous, on finance. Alors ce montage, il permet de réduire le coût d'acquisition de 25 à 40% en fonction des zones géographiques, ce qui n'est pas neutre pour permettre une acquisition pour les ménages les plus modestes. Alors, vous évoquiez donc des chiffres, des montagnes financiers, un cadre précis. C'est pas un peu complexe tout ça ? Alors si, bien sûr. Alors, tout d'abord, l'intervention de la Banque des Territoires dans ce contexte a rappelé qu'elle est essentielle, puisque nous, on finance sur des prêts de très long terme, et c'est ce mécanisme de lissage de la charge foncière dans le temps qui est vraiment important dans le montage en BRS.
Cependant, la complexité que vous évoquez, elle nous est aussi remontée par les bailleurs, les OFS. Et c'est dans ce cadre-là qu'à l'occasion du congrès HLM de cette année, nous avons annoncé des évolutions qui visent à simplifier le dispositif. Alors ces évolutions, elles sont de 2 ordres. Tout d'abord, le fait d'étendre nos financements à l'ensemble du territoire, sans condition de zonage. On s'est aperçu que même si c'était majoritairement un produit de zone tendue, c'était aussi un dispositif qui pouvait être pertinent dans des zones un peu moins, qui l'étaient un peu moins. Et puis le deuxième élément, c'est qu'on a travaillé sur nos process de manière à fluidifier l'instruction, donc en déconcentrant les décisions au plus proche des territoires via nos directions régionales, et puis en limitant le nombre de pièces, de diligences qu'on demandait sur ce type d'instruction. D'où l'importance, effectivement, pour ceux qui nous regardent, de faire remonter les informations. Merci à vous 3 d'avoir été avec nous pour vos réponses concrètes et de terrain. De nombreuses questions qui ont trouvé des réponses durant, évidemment, cette émission. Mais il en reste encore quelques questions qui attendent des éléments de réponse. Eh bien, on va y répondre. On l'a dit en effet, vous aviez le droit et le devoir même de poser des questions. Eh bien, c'est le cas et on vous en remercie. Costa, on va peut-être tout de suite démarrer sans plus tarder avec l'une des premières questions qui est donc notamment de pouvez-vous nous parler du financement du LLI, le logement locatif intermédiaire? Qu'est-ce qu'on répond à ça? Alors, tout d'abord, peut-être pour resituer notre rôle dans le financement du logement intermédiaire. Le financement du logement intermédiaire était une activité historique pour la Banque des Territoires, mais qui s'est vraiment développée depuis 2 ans, notamment dans le cadre des plans de soutien VEFA qui ont été lancés par certains groupes. Je pense notamment au groupe Action Logement, dont nous sommes partenaires, et également CDC Habitat. Mais c'est le cas de nombreux bailleurs sur l'ensemble du territoire qui sont venus en soutien du monde de la promotion immobilière avec des opérations qui, pour s'équilibrer, trouver un chemin plus facilement vers le logement intermédiaire que vers le logement social. Ça nous a permis, nous, d'accompagner ce mouvement avec une enveloppe très conséquente de financement dédié au logement intermédiaire, c'est ce qu'on appelle le PLI, le pré-logement intermédiaire, avec l'appui du ministère de l'économie et des finances qui nous a donné la possibilité d'intervenir sur ce segment-là du marché. Nous sommes aujourd'hui devenus les principaux financeurs du logement intermédiaire au niveau national. Nous aurons probablement autour de 3,5 milliards de contrats signés de pré-logement intermédiaire en 2024. Donc c'est vraiment extrêmement conséquent. Et l'enjeu pour nous, c'est de poursuivre, de continuer à accompagner le développement de ce segment du logement intermédiaire, un segment tourné vers les classes moyennes, vers plutôt les grandes agglomérations où le marché locatif privé est aujourd'hui saturé et où le logement intermédiaire a toute sa place. C'est pour le monde HLM aussi une opportunité de diversification qui est coûteuse en fonds propres, il faut le rappeler, qui implique des méthodes de commercialisation et de revente souvent qui sont très différentes de ce qu'on fait à l'intérieur du SIEG, donc à l'intérieur du logement social régulé, mais qui peuvent permettre de régénérer les fonds propres à moyen terme pour ensuite réinvestir en faveur du logement social. Et c'est de ce point de vue-là important que le modèle du fonds d'épargne et la Banque des Territoires puissent continuer à soutenir ce dispositif. Nous sommes en discussion pour de nouvelles enveloppes 2025-2026 qui devraient être annoncées sous peu, et de manière à pouvoir vous accompagner dans vos projets de logement intermédiaire de manière durable avec ce produit dont les caractéristiques sont très adaptées à votre besoin. Une bonne nouvelle à venir. Donc allez, on va poursuivre peut-être avec une deuxième question que vous avez envoyée. Il s'agit de celle-ci. Donc quelle évolution du taux du TLA en 2025-2026? Et autant dire que c'est une question qui est revenue souvent. Alors il va nous falloir une réponse, Costa Castroneadis. Oui, je ne suis effectivement pas très surpris d'avoir cette question. Alors je n'évoquerai pas 2026, mais c'est l'occasion de parler notamment du prochain jalon de fixation du taux du livret A qui se situe au 1er février 2025. Ça a été évoqué un peu plus tôt dans cette émission. Aujourd'hui, les 2 grands composants qui constituent la formule du taux du livret A, à savoir l'inflation et les taux courts,
l'ester sont très bien orientés. Si la formule devait s'appliquer, elle pourrait engendrer une baisse de l'ordre de 50 points de base, comme Éric Lombard l'a récemment rappelé. C'est, je le rappelle, in fine, une décision qui revient au ministre de l'économie et des finances sur proposition du gouverneur de la Banque de France. Et on sait que c'est un paramètre extrêmement structurant pour l'économie générale du monde HLM. La décision prise l'été dernier de geler le taux du livret A, l'été 2023, de geler le taux du livret A à 3%, a été très clairement une décision qui a eu un impact systémique. Ça a mis fin à une spirale haussière où le taux du livret A a été multiplié par 6 en 18 mois. C'était pas arrivé depuis le choc pétrolier des années 70. Et ça a permis au modèle du fonds d'épargne de retrouver une compétitivité extrêmement forte, extrêmement renforcée. Et ça s'est traduit dans nos financements, puisqu'aujourd'hui, l'ensemble de nos emprunteurs, les bailleurs sociaux, mais également les collectivités locales et les quelques opérateurs privés qu'on accompagne, sont extrêmement friands de pouvoir bénéficier pour soutenir leurs investissements de cette ressource très compétitive et très liquide. Merci beaucoup, Costa, pour ces réponses à vif. Nous voici donc arrivés à la fin de cette émission où chacun finalement a tenté de parler vrai avec de véritables réponses concrètes et du terrain. Beaucoup de sujets ont été évoqués. Alors, qu'est-ce qu'on garde finalement de ces 60 minutes, Costa Castrenidis ? Alors, on garde de la confiance et de l'optimisme. Ouais. Ce sont des mots, je pense, importants dans la période actuelle. Ce que je retiens de cette émission, c'est la confiance qui nous lie au mouvement HLM, la confiance dans un modèle dont les fondamentaux sont solides et de la confiance dans notre capacité à innover collectivement. On a eu beaucoup d'exemples au cours de cette émission. La seconde vie des bâtiments, ça n'existait pas il y a 3 ans, ça devrait rentrer en vigueur l'année prochaine. L'approche d'intelligence artificielle sur Prioréno Logement Social qui devient un outil de référence pour l'ensemble des bailleurs et que nous avons co-construit. Le développement du bail réel solidaire qui est également, même s'il reste dans une échelle modeste, un élément de transformation notable. Et chacun de ces succès sont des succès en réalité partenariaux qui ont mobilisé plusieurs acteurs qui ont mis leur intelligence collective au travail pour trouver les solutions de demain. Et ces solutions de demain sont, à mes yeux, nécessairement des solutions qui doivent nous emmener vers cet urbanisme de la transformation, où on va plutôt s'occuper de la transformation des actifs existants, de l'adaptation des actifs qui existent pour répondre aux besoins du plus grand nombre. Et pour conclure cette émission, j'aimerais adresser un remerciement extrêmement appuyé et chaleureux à l'ensemble des bailleurs qui nous ont suivis, bien évidemment, et aussi à l'ensemble des équipes qui œuvrent à leur côté au quotidien, et je pense notamment aux équipes des directions régionales de la Banque des Territoires qui sont vraiment à l'action pour pouvoir répondre aux besoins des bailleurs sociaux, les accompagner dans toutes ces grandes évolutions, tous ces grands défis de notre époque. Et c'est vraiment, je pense, en partant de ces territoires que nous allons trouver les voies et moyens de répondre durablement à cette crise. Merci beaucoup, on l'aura compris, de la confiance, des actions et surtout la force du collectif pour dessiner l'avenir. Merci beaucoup, Costa Castrenidis, d'avoir encore une fois joué le jeu des questions-réponses. Merci aussi à nos invités qui ont joué le jeu également et qui se sont succédés sur ce plateau. Et puis surtout, merci à vous d'être toujours aussi nombreux, voire toujours plus nombreux. C'est dire combien vous avez des questions et surtout, nous avons des réponses, des vraies réponses. L'émission est donc à retrouver sur la chaîne YouTube. Salut.